RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RCN 90.7 dans Les Masques tombent, l'émission qui donne la parole à des acteurs du milieu associatif, culturel et économique de Nancy et de sa métropole. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un phénomène qui depuis plus d'un an bouleverse la société complète. Elle est le sujet de nombreux articles et de reportages dans la presse. En février dernier, on a eu un séminaire international organisé par la France. Les entreprises se restructurent rien que pour elles pour gagner en efficacité. Et dans notre quotidien, ce phénomène-là, il est présent partout autour de nous, souvent sans qu'on le sache. Bref, vous l'avez deviné, aujourd'hui, on va vous parler de l'intelligence artificielle. Alors quand je dis on, c'est pas tout à fait vrai parce que c'est mon invité Myriam Djebara qui va en parler, qui est spécialiste. Bonjour Myriam. Bonjour, merci de me recevoir. Oh non, c'est un plaisir pour nous. Alors explique-nous, on va faire connaissance. Vous êtes quoi? Consultante alors, informatique, consultante, formatrice, c'est ça? C'est ça, consultante et formatrice en intelligence artificielle et d'autres domaines, le digital en général. J'ai des publics différents, j'ai des étudiants de l'enseignement supérieur, souvent master ou bachelor. Et aussi des salariés qui ont envie de se former à l'intelligence artificielle ou des entreprises qui veulent en apprendre plus. D'accord. Alors l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup maintenant, mais c'est un phénomène assez récent quand même. Ça fait, du moins pour le grand public. Ouais. C'est facile d'en donner une définition ou d'expliquer ce que c'est? Ouais, alors effectivement, depuis 2022, notre concurrent américain a démocratisé l'intelligence artificielle parce qu'elle l'a rendue accessible en ligne et gratuite à tout le monde. On en parle depuis 2022, mais en réalité, c'est une technologie qui ne date pas de 2022, ça date de bien avant. Déjà, dans 1950, on commence à en parler, avec Alan Turing qui commençait à se poser la question, effectivement, de savoir si les machines pouvaient penser. Maintenant, pour la définir, alors, il y a deux définitions. Il y a la définition un peu scolaire, qui est très bien pensée, de Yann Lequin, qui est directeur chez Meta, en IA, qui est français d'ailleurs, qui l'a définit comme la capacité d'une machine à exécuter des tâches généralement attribuées aux hommes, aux humains ou aux animaux. Moi, quand on me pose la question, j'ai une définition un peu plus simple, plus simpliste. Je vais répondre, c'est des algorithmes sur des algorithmes sur des algorithmes, c'est-à-dire des calculs sur des calculs sur des calculs, qui a pour but de répondre à une tâche que je lui ai donnée. Tout ça, c'est bien compliqué, des algorithmes, des calculs, mais en même temps, l'IA, comme je le disais tout à l'heure, elle est présente tout autour de nous. Dans notre habitat, dans nos loisirs. Vous auriez des exemples là où on peut retrouver l'IA dans notre quotidien? Honnêtement, pratiquement partout. Alors, je ne sais pas quelle voiture vous roulez, mais il y a des voitures autonomes maintenant qui utilisent l'IA. Waze pour le GPS. Maintenant, je ne sais pas si vous avez forcément fait attention, mais si vous vous déplacez d'un point A à un point B, quand vous arrivez au point B, on va vous proposer de revenir au point A parce qu'il a compris que vous revenez au point A. Donc ça, c'est de l'intelligence artificielle prédictive. C'est pas de la générative, parce qu'il en existe trois. Voilà. Il y a la prédictive, ça va être par exemple Netflix, pour un autre exemple, qui va recommander des films. Si je regarde beaucoup de films, exemple avec Brad Pitt, il va me proposer Benjamin Button. Ça s'appelle de l'IA prédictive. D'accord. Il va y avoir l'IA descriptive qui va être plus utilisée dans le monde professionnel. Et enfin, l'IA générative que tout le monde connaît par le géant américain, le géant chinois ou même la nôtre, parce qu'on en a une. Il y a une IA française qui s'appelle Mistral. Ah oui, voilà, c'est justement ces IA génératives qu'on appelle, le plus connu c'est ChatGPT, je crois, tout le monde parle de ChatGPT, mais il n'y en a pas que ça, il y a Copilot, il y a Gemini, etc. Copilot de Microsoft 365, Gemini de Google, il y a DeepSeek pour les Chinois, il y a Mistral, le chat pour nous, les Français. Mais alors, à quoi ça nous sert, à nous particuliers, ces applications-là? ChatGPT, je vais en avoir besoin, pourquoi? Alors, honnêtement, aujourd'hui, pour plein de choses. Il y en a beaucoup qui l'utilisent dans le monde perso. Par exemple, ils vont leur donner la liste des courses qu'ils ont dans leur frigo et ça va créer une recette pour le soir. Dans le monde pro, rédiger des mails, générer des photos, des vidéos. C'est vraiment, là pour le coup, de l'IA générative qui est capable, sous couvert d'éthique, de faire
faire à peu près n'importe quoi. Oui, parce que c'est assez bluffant pour celles et ceux qui l'ont utilisé. Il suffit de taper une demande, c'est un peu comme les moteurs de recherche à la base, sauf que les résultats ne sont pas les mêmes. Exactement. En fait, maintenant, surtout pour ceux qui l'utilisent, l'intelligence artificielle, c'est devenu un moteur de recherche. Quand on va se poser une question de culture ou peu importe quoi, d'histoire, etc., ceux qui ont l'habitude de l'utiliser vont plus aller sur Mistral, je vais citer la française, pour avoir la réponse, et pour éviter d'aller sur Google et croiser les données. Là, Mistral va nous donner directement la réponse. Donc c'est un gain de temps quand même exceptionnel. Et puis ça nous donne la réponse comme si c'était quelqu'un, un copain ou quelqu'un derrière, un humain presque, qui nous donne la réponse, parce qu'il parle, il fait des phrases, quoi. Oui, maintenant il y a même la reconnaissance vocale, donc on peut parler avec lui et échanger. Et ça devient de plus en plus, je trouve, moi, bluffant, parce qu'effectivement, ça va utiliser des petits tics de langage que nous, les humains, on a, notamment le maintenant. En tout cas, plusieurs intelligences artificielles sont capables de le faire. Ouais. D'accord. Dire, par exemple, nous, les humains, on fait ci. Alors que c'est pas un humain, ça reste... oui, c'est ça. Ouais. Donc, l'idée, c'est de nous copier, quoi, en gros. C'est ça, l'idée de l'intelligence artificielle. C'est de générer des tâches qu'on est censé faire. Oui, un petit peu de réagir comme si c'était... c'est ça. Un homme, ouais. Mais alors, quand je vous écoute, c'est bien l'intelligence artificielle, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bénéfices à en tirer dans différents domaines, que ce soit médical, etc. Vous pouvez aussi nous expliquer en quoi ça peut être intéressant pour notre société, pour nous en particulier, la société, et puis le monde entier, quoi, en gros. Alors déjà, par rapport on va parler par rapport à la France. Déjà pour les entreprises, c'est un gain exceptionnel. On parle de 30 à 35% de productivité en plus pour une entreprise qui utilise l'intelligence artificielle pour plein de choses. Ça va automatiser les tâches, ça va analyser les données plus rapidement. À défaut de faire des mails tous les matins répétitifs, l'intelligence artificielle va pouvoir s'en occuper. Dans la vie perso, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi le moteur de recherche, donc c'est plus rapide quand on a besoin de quelque chose. On se prête aussi au jeu, de poser des questions un peu même personnelles à l'intelligence artificielle. Maintenant, oui, à défaut de regarder, de lire des articles, etc., on va plutôt lui poser la question. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vais préciser quand même, mais où est-ce qu'elle trouve sa source? C'est aussi intéressant de le dire. On parle de à peu près 35% pour les articles de presse, 20-25% elle va récupérer l'info dans les encyclopédies, et le reste étant des forums, des blogs, des retranscriptions de vidéos YouTube. En termes mondial, c'est important. Bon, j'ai pas l'habitude de citer, mais je vais le faire quand même. C'est Poutine qui disait déjà dans les années 2010, celui qui maîtrisera l'IA maîtrisera le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu un vrai enjeu géopolitique. Oui, celle-là, je l'avais entendue aussi. Et alors, ça, c'est dans les enjeux positifs, il y a aussi tout ce qui concerne, alors on l'a vu pour les entreprises, mais globalement pour l'humanité, aussi dans le domaine médical, je veux dire, ça peut aider beaucoup. Oui, bien sûr. Notamment, je ne sais pas, pour les diagnostics, pour préciser, pour... Oui, on s'est rendu... Alors, dans le domaine de la santé, et dans tous les domaines, ça a un impact positif, même dans le domaine de l'éducation, de la formation ou quoi, mais si je reprends le domaine de la santé, effectivement, on s'est rendu compte que l'intelligence artificielle, elle était peut-être un peu plus précise, et en tout cas, elle permettait un premier diagnostic pour laisser la place pour le docteur qu'il puisse allouer du temps à des cas plus spéciaux. Et donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, l'intelligence artificielle, elle pouvait un petit peu rendre plus facile la patientèle des docteurs et permettre vraiment à ceux qui en ont besoin d'aller vraiment voir le médecin à défaut de les surcharger de cas qui pourraient être vite détectables par l'intelligence artificielle, qui est finalement capable de vite dire si il y a une maladie ou pas. Et d'ailleurs, je crois qu'elle est capable de détecter le cancer même avant qu'il arrive. Donc, oui, c'est ça. Ça permet de faciliter et de rendre les diagnostics plus rapides. Et donc de soigner les maladies au mieux. Donc là, on est dans quelque chose qui fait progresser. Donc ça, c'est le service médical. Alors, il n'y a pas longtemps aussi, à Nancy, il y avait une journée ou 2 journées sur la robotique. Ouais. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'on voyait qu'il y a des robots qui sont équipés ou qui intègrent l'intelligence artificielle. Et là, pour le coup, ça peut aider aussi dans le domaine sanitaire social, pour les personnes âgées, etc. Là, on est dans du progrès. Bien sûr, Il y a aussi l'environnement. Ouais.
Ça peut nous faire progresser aussi, protéger la planète, dans tous les domaines, quoi, en fait. Hein. Alors, moi, je vais même aller plus loin que ça. On s'est rendu compte que même pour l'emploi des personnes en situation de handicap, c'était même quelque chose de très positif, puisqu'elles pouvaient arriver à accéder à certains emplois qu'elles ne pouvaient pas forcément avant. Notamment, je parle dans tout ce qui est logistique, etc., puisque l'intelligence artificielle va pouvoir détecter si une machine marche moins, etc. Et une personne en situation de handicap va pouvoir gérer ces outils-là. Donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, ça permettait quand même pas mal d'aider dans tout ce qui est social. Et en termes écologie, il y a encore deux écoles. Il y a ceux qui pensent qu'effectivement l'intelligence artificielle, elle pollue de toute façon énormément. Là, on le sait. Hein. Le numérique, de toute façon, pollue. Ça pollue. Vraiment, l'intelligence artificielle, on est à vraiment beaucoup de CO2 généré. Ouais. Maintenant, il y a l'école qui va dire oui, mais l'intelligence artificielle, elle va avoir la capacité un jour de pouvoir nous sauver de ça et de créer elle-même une IA qui sera moins polluante. Donc en fait, on compte un peu sur elle pour être un peu moins une polluante. IA qui va créer une IA. C'est ça. Ah, c'est le futur, ça, non? C'est ça. Ouais, c'est ça. Remarquez, on s'y approche quand même du futur, là, parce que je me rappelle dans des histoires un peu de projection, d'anticipation, qui parlaient de choses là comme ça, là on y est. Vous l'utilisez, l'IA, dans votre quotidien? Oui, moi je l'utilise. Je l'utilise même en tant que moteur de recherche. Je l'utilise pour rédiger des mails, etc. Après, j'ai quand même cet esprit critique qui reste là pour me rendre compte que tout ce qu'elle dit, c'est pas une fin en soi. Ça reste qu'un outil. C'est ça. Mais un outil, alors on a fait un petit peu rapidement le tour là avec vous de ces outils positifs. Et là, franchement, avec ce que vous nous avez dit, c'est rassurant, quoi, parce qu'avoir cette technologie qui va nous permettre de progresser dans des domaines médicaux, de l'environnement, du social, etc., la société va être super belle après. Alors, on va faire une petite pause musicale à ce point-là. Et on reviendra après pour voir le côté obscur de l'intelligence artificielle. Alors, la pause musicale, c'est vous qui l'avez choisie. Ça s'appelle Anti-Hero de Taylor Swift. Ouais, c'est ça. Alors, pourquoi? Tout simplement pour se poser la question, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est un anti-héros ou pas? Alors, parce qu'en ce moment, tout le monde en parle, elle est en vogue. Oui, parce vraiment, que le portrait que vous en avez fait, c'est le héros qui va sauver le monde. Est-ce que finalement, c'est pas un anti-héros? On en reparlera après la pause. RCN, les masques tombent. Alors, c'était Anti-Hero de Taylor Swift. Et on est toujours en compagnie de Myriam Djebara, consultante formatrice en intelligence artificielle et transition digitale. C'est ça. C'est ça. Myriam, donc on a évoqué les bienfaits de l'intelligence artificielle dans notre société et franchement c'est plutôt motivant. Mais quand certains y voient une des clés de l'évolution humaine, d'autres ne jurent que par la catastrophe que l'IA va générer. The primitive forms of artificial intelligence we already have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete and would be superseded. Voilà, ça c'était la voix synthétique de Stephen Hawking, l'un des plus grands scientifiques des années 2000, qui disait, alors je vais traduire, les forces primitives de l'intelligence artificielle que nous avons déjà se sont montrées très utiles, c'était en 2014, et le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait sonner le glas de la race humaine. Les humains, limités par une lente évolution biologique, ne pourraient pas rivaliser et seraient dépassés. Bon, là j'ai peur, Myriam. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'IA, elle fait aussi peur que ça? Parce qu'on a peur qu'à un moment donné, elle nous dépasse et qu'elle remplace complètement l'humanité. On a peur aussi, parfois, que ça entraîne une déshumanisation, une perte des compétences humaines, puisqu'on devrait tout déléguer à l'intelligence artificielle. On a surtout peur de ce troisième type d'intelligence artificielle. Il y en existe 3. L'IA faible, l'IA forte ou générale, qui est celle qu'on connaît, la générative. Et enfin, la dernière qui s'appelle la super intelligence, là pour le coup, qui serait capable d'être plus intelligente que nous, les humains. On n'y est pas encore, on est encore loin. Il n'y a pas d'exemple concret
concret. Je ne peux pas en donner, mais c'est surtout d'elle dont on a peur. Dont il faut avoir peur. Mais c'est vrai que les dangers que là vous avez évoqués, ou du moins les risques de perte de fonction cognitive, parce que c'est tellement facile maintenant quand on a besoin d'avoir une information. Bon, on va voir Mistral ou autre, et il répond. Ouais. Même les étudiants l'utilisent. Ouais. Par exemple, sur les étudiants. Ouais, il y a pas mal de dérives, moi. Oui. Alors, en plus, au départ, moi, j'étais vraiment partie dans la formation pour former vraiment au prompt engineering, comment faire des prompts, etc. Finalement, je me suis vraiment plus orientée vers tout ce qui est enjeux éthiques et sociaux, parce qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de dépendance. Déjà. Ah oui. Alors, étudiant ou pas, hein, parce que il pourrait y avoir un effet générationnel qui n'est pas forcément le cas. Étudiant ou pas, mais effectivement, une grosse dépendance à l'intelligence artificielle. Je le dis, hein, moi, j'ai eu des cas où il y avait besoin d'interner. Alors, ah oui, carrément. Ah oui, parce qu'on considère que c'est vraiment un meilleur ami, la seule personne qui nous comprend, c'est l'intelligence artificielle. Ah oui, c'est ça, parce que derrière, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un. Ça, c'est un vrai danger. Donc, quand on communique, parce qu'on peut communiquer aussi avec la voix qui peut être, même si elle est de synthèse, elle peut être reposante, elle peut être accueillante. Là, c'est un vrai danger. Là, c'est un vrai danger qui touche tout le monde. Tout le monde. Ouais. Alors moi, j'ai construit 3 types de profils. Bon, je suis pas sociologue, mais à force d'avoir formé, puis j'essaye de faire des recherches, etc. J'ai créé 3 types de profils. Il y a ceux que je vais appeler les méfiants, qui vont eux pour le coup vraiment penser qu'il y a le mérite par l'effort, qui vont vraiment avoir peur de cette intelligence artificielle-là, qui considèrent qu'il ne faut pas trop l'utiliser, qu'il y a une perte des compétences. Ça c'est plutôt des personnes d'une génération avant ou... Pas forcément, ça va être plutôt des personnes... Alors le profil, c'est plutôt des personnes qui ont une expérience longue dans le salariat ou en tout cas sur le marché du travail et qui vont être assez extérieures à l'environnement start-up et technologique. D'accord. C'est pas forcément une personne d'une certaine génération, non, ça peut être des jeunes. D'accord. Honnêtement, j'en connais, moi, de mon âge. Alors, Ah d'accord, vous êtes jeune. Oui. Alors, ça, c'est le premier profil. Le deuxième, c'est ce que j'appelle les délégateurs. C'est ceux qui vont déléguer complètement et qui vont vraiment partir sur le fait que tout ce qu'elle dit, elle a raison. C'est vraiment devenu une fin en soi. L'intelligence artificielle nous fait tout et puis voilà. Et là, on va trouver plutôt des profils qui ont connu l'intelligence artificielle sous la pression. Par exemple, ils ont eu une tâche à faire, on leur a dit va sur telle IA, ça a super bien marché, donc du coup ils vont l'utiliser tout le temps et là ils vont vraiment avoir du mal à se calmer. Et entre les deux, il y a des profils que j'appelle les équilibristes qui eux vont pour le coup utiliser l'intelligence artificielle pour essayer d'étendre leurs compétences. Et là on va trouver plutôt des profils hybrides qui vont utiliser l'intelligence artificielle et qui vont aussi avoir un métier qui est en lien avec la tech ou pas. D'accord. Mais dans les 3, finalement, on va trouver certaines dérives. La dérive de la dépendance, elle est chez les délégateurs parce qu'ils sont complètement dépendants, mais elle est aussi chez les méfiants qui, eux, pour le coup, vont pas du tout l'utiliser. Ah oui, c'est ça, ouais. Et vous proposez quoi alors pour cette dépendance ? Alors moi, il faut absolument, et j'appelle à la formation, la France, pendant le sommet de l'IA en février, a poussé à la formation, et moi je suis contente, il faut absolument sensibiliser, vulgariser et parler de l'IA de manière pédagogique et expliquer qu'effectivement, c'est un très bon outil, mais ça reste qu'un outil. Et effectivement, j'essaye de former un maximum tout profil pour essayer de savoir l'utiliser, d'accord, c'est bien, mais aussi comprendre que on peut pas tout lui dire et ce n'est pas non plus un humain. C'est ça, ouais. Et comment il faut faire attention en fait. Moi, si je suis pas accro encore à Mistral ou autre, mais c'est quoi les biais pour faire attention il faut pas se fixer des règles ou il y a aussi les dangers de, je sais pas, des données personnelles aussi. Il y a déjà, on peut pas tout lui dire. Il y a certaines données qu'il faut pas lui dire. Après. Ça c'est chacun. Si c'est des données perso, vraiment personnelles, c'est chacun sa responsabilité. Quand on est dans le monde pro, on peut pas donner tout et n'importe quoi. Il y a une solution qui est avoir une IA locale pour les entreprises, un peu plus compliqué, ça demande quand même du développement, etc. Mais non, il y a un exemple que moi j'aime bien donner. Je sais pas s'il va être parlant, j'espère. Je dis souvent à ceux que je forme, quand vous écrivez un mail, si un bon mail très chargé, important, etc., vous prenez 1 heure à le faire, c'est pas normal que vous passiez de 1 heure à 5 minutes.
Ah oui. Voilà. Et si je reprends mes 3 profils, le délégateur va passer d'un mail qu'il aurait pris 1 heure à écrire à l'époque en 5 minutes. Le méfiant va garder son heure-là. Donc D'accord. finalement, il est dans une dérive aussi. Alors que l'équilibriste va passer de 1 heure peut-être à 30 minutes. D'accord. Oui, on peut pas tout déléguer. Hein, On peut pas tout. Et il y a de la relecture qui doit être faite. Non, il faut relire. En fait, il faut travailler main dans la main avec l'intelligence artificielle et ne pas la faire tout lui faire faire. Et faut pas lui accorder une confiance aveugle, quoi. Non. Il y a un problème qu'on n'a pas aussi évoqué, c'est celui, enfin vous l'aviez évoqué un petit peu, environnemental. Ouais. Faire une requête. Alors on a coutume de dire que faire une requête sur Mistral ChatGPT, ça consomme 10 fois plus d'énergie que sur un moteur de recherche. Ouais. C'est vrai ça ? C'est vrai, c'est à peu près de mémoire, je crois que c'est plus d'une 50aine d'allers-retours New York-Pékin. Pour une requête je sais plus pour combien, mais oui, pour quelques échanges avec une IA générative. Ouais. D'accord, oui. Alors donc ça consomme. Oui, c'est vrai. Et là aussi, il y a des choses à faire contre cette habitude-là qu'on va prendre ou alors on va demander à l'IA de nous trouver des solutions. Ouais, on est dans cette idée-là. Hein. Après, ce qui coûte vraiment très cher, en termes, je parle écologiques, c'est surtout refroidir tout ce qui va être data centers, etc. C'est ça qui coûte très cher, puisqu'en fait, on va stocker les données. Ces données-là, on les met quelque part et ça surchauffe. Et pour éviter que ça surchauffe, on va les refroidir. Et c'est ça vraiment qui, en termes environnementaux, qui est vraiment pas très bon. Il y a des solutions. Je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui réexploitent des data centers qui ne fonctionnent plus, etc. Mais effectivement, pour l'instant, on n'est pas encore... on n'est pas encore au point. Non, on n'est pas encore au point. On n'est pas encore au top. Non, mais l'intelligence artificielle, c'est comme l'Everest, et on est qu'en bas. Ah d'accord, oui. Oh, ben alors, on a beaucoup de chemin à parcourir et un beau dénivelé. Alors, c'est vrai que là, on a parlé de quelques dangers, de quelques risques, mais il y en a énormément d'autres en fait. Les fake news, on n'a pas parlé des fake news. Mais là aussi, c'est compliqué parce qu'on peut se retrouver face à des situations, enfin on en a tous vécu, où les plus célèbres, c'est de voir les hommes politiques ou les hommes célèbres dans des situations qui ne sont pas vraies. Là aussi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est une éducation aussi. Oui, c'est une éducation. Il faut faire attention quand on regarde quelque chose, toujours avoir cet esprit critique de se poser la question si c'est réel ou pas. Les réseaux sociaux ont normalement l'obligation de prévenir si ça a été généré par l'IA ou pas. C'est fait, honnêtement, pour faire le tour quand même. J'ai l'impression que c'est quand même pas mal respecté, rien que par Meta. Maintenant, effectivement... Alors Meta, c'est Facebook, c'est ça ? Oui, pardon, c'est Facebook, Messenger, WhatsApp. Mais et Instagram. Et Instagram, par exemple, doit normalement avoir la mention IA quand ça a été généré avec l'intelligence artificielle. C'est ça, pour avoir un peu de transparence. Oui. Quoi. Et on parlait tout à l'heure en off de l'IA Act, l'intelligence artificielle l'ACT, le sport de charte déontologique. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, l'IA Act, en fait, c'est une réforme européenne qui a été mise en place. Et c'est une réforme, en fait, c'est une approche par les risques. On va essayer de mettre un risque et une obligation, notamment, par exemple, s'il y a des defects qui sont faits, donc du clonage, le risque, c'est très dangereux et donc c'est interdit. Et donc l'obligation, c'est que c'est interdit. Voilà. Il y a plusieurs risques comme ça, des risques modérés avec comme solution, comme obligation, la transparence. Avoir un protocole, etc. Donc ça a été mis en place et là, ça y est, c'est mis en place en Europe. Ouais. C'est ça. Et puis, je crois aussi, on en parlait, que dans les entreprises, dans les organismes, maintenant, il y a aussi des chartes déontologiques, éthiques qui sont mises en place à destination des employés pour un usage responsable, on va dire. On essaye effectivement de mettre en place des protocoles. C'est pas encore mis par tout le monde. Honnêtement, j'ai beaucoup de cas, je recense beaucoup de cas d'entreprises où on pousse les salariés à utiliser l'intelligence artificielle sans les avoir formés, que ce soit vraiment formés pour savoir l'utiliser ou même pour les sensibiliser. Donc on essaye de mettre en place des protocoles pour leur expliquer effectivement que on peut pas tout dire, on peut pas tout donner, mais c'est pas encore le cas. C'est vraiment pas la majorité des entreprises. Bien, écoutez, merci Myriam de nous avoir éclairé sur ce phénomène, sur cette technologie qui a encore beaucoup de surprises à nous dévoiler. Merci aussi à vous pour ce que vous faites, parce que là, je crois que vous avez du boulot
pour beaucoup de temps, pour former, pour conseiller, pour accompagner les personnes aux bons usages de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci. On mettra vos coordonnées sur notre page Facebook. Et puis, quant à vous, chères auditrices et chers auditeurs, on espère que vous profiterez de ces conseils, bien sûr. Et en attendant, restez branchés sur RCN parce qu'il y a encore beaucoup de beaux programmes à venir. Merci à Laura pour la technique et à bientôt. RCN, www.rcn-radio.org